France 24 et RFI présentent Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe sur France 24 et Radio France Internationale. Alors que l'Union européenne aborde l'été dans une situation de tension internationale et de crise énergétique bien installée, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui pour en parler Michel Barnier. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes, faut-il le rappeler, négociateur concernant le Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne qui a été décidé par référendum il y a 10 ans tout juste, effectif grâce à vos soins aussi de négociation il y a 6 ans, mais vous avez aussi précédemment été commissaire européen en charge du marché intérieur. Il y a 1 an et demi, Premier ministre, je rappelle pour les Républicains, et depuis vous avez été élu effectivement député de Paris. La commission von der Leyen II, elle se voulait plus politique, et d'ailleurs la France et l'Allemagne discutent aujourd'hui d'améliorer en profondeur son service d'action extérieure, la réponse aux crises géopolitiques. Or, entre les conflits ukrainiens et le Moyen-Orient, est-ce que cette ambition s'est quelque peu matérialisée ? Je pense que chacun doit être dans son rôle. Et le rôle des gouvernements, des ministres des Affaires étrangères, des chefs d'État n'est pas forcément le même que celui du président ou de la présidente de la Commission. Et j'ai souvent souhaité que la présidente de la Commission, Mme von der Leyen aujourd'hui, et à l'avenir, se concentre davantage sur le marché intérieur, sur le renforcement du marché intérieur, ce pourquoi a plaidé Mario Draghi ou Enrico Letta, à juste titre, et plutôt que de s'occuper de politique étrangère. C'est au Conseil des ministres, c'est à chef d'État de s'occuper, avec peut-être une redéfinition des rôles. Le moment est peut-être venu de créer ce que j'ai appelé un Conseil européen de sécurité et de défense, pour que les grands pays engagés dans les efforts de défense puissent être plus flexibles, plus opérationnels. Y compris, vous dites, avec les Britanniques, la Norvège et ceux qui ne sont pas dans le club européen. Ce cadre nouveau, le Conseil européen de sécurité et de défense, puisse être ouvert à des pays qui ne sont plus dans l'Union, le premier d'entre eux étant actuellement le Royaume-Uni, mais aussi qui ne sont pas dans l'Union ou qui ne sont pas encore dans l'Union, la Norvège, qui est un pays qui compte, et l'Ukraine, évidemment. Alors, comme toutes les semaines, je vous propose un condensé des nouvelles européennes. C'est l'Europe en bref. L'UE et le Royaume-Uni annoncent un sommet le 22 juillet pour poursuivre leur rapprochement, comme l'explique le Premier ministre britannique Keir Starmer. Mon gouvernement travailliste tient la promesse de réinitialiser notre relation et de replacer la Grande-Bretagne au cœur de l'Europe. Ensemble, nous aborderons le coût de la vie, stimulerons l'emploi et créerons des opportunités pour les jeunes. Keir Starmer ne souhaite pas réintégrer pleinement le marché unique, mais veut s'aligner sur certaines de ses normes pour faciliter les échanges de marchandises. L'immigration sera également discutée. L'UE promet des moyens supplémentaires pour lutter contre les traversées illégales dans la Manche. Une demande répétée du Royaume-Uni alors qu'en 2025, plus de 41 000 migrants ont tenté de rejoindre le sol britannique par cette voie. Feu vert pour l'accord commercial conclu avec les États-Unis. Le Parlement européen a voté en faveur de la suppression des droits de douane sur la plupart des produits venant des États-Unis, à 440 voix pour et 131 contre. En revanche, les produits européens exportés outre-Atlantique seront taxés à 15%. Les eurodéputés, jugeant l'accord déséquilibré, ont obtenu des garanties pour protéger l'Union. Il peut être suspendu si Donald Trump n'abandonne pas les surtaxes de 50% imposées sur de nombreux produits européens. Et l'accord expirera fin 2029 si une prolongation n'est pas votée. Réunis au Conseil européen les 18 et 19 juin, les 27 estiment que l'Ukraine vit un moment spécial de consensus entre eux, mais aussi de rapprochement américain après un G7 réussi. Ils se félicitent de l'ouverture des négociations en vue de l'adhésion possible à l'UE de l'Ukraine et de la Moldavie. Ces pays entament le premier bloc de négociations sur un total de 6, sur la corruption et la justice. Présent au sommet, Volodymyr Zelensky a demandé une accélération pour une adhésion en 2028, mais les Européens sont réticents à l'adhésion express, le chancelier Merz proposant même un statut intermédiaire inédit de membres associés. Michel Barnier, les 27 se sont mis d'accord pour ouvrir les premiers chapitres en vue de l'adhésion possible de l'Ukraine et de la Moldavie. Auparavant, on le sait bien, le Hongrois Viktor Orban a bloqué pendant pratiquement 2 ans, mais ça n'est pas le cas de son successeur. Les 27 sont-ils favorables pour autant, et vous d'ailleurs, à une adhésion pleine et entière ? La perspective pour l'Ukraine, pour la Moldavie, pour d'autres pays
des Balkans occidentaux, c'est évidemment d'être dans la famille européenne. Ce sont des pays européens. D'ailleurs, ce que fait l'Ukraine actuellement, ce que fait le peuple ukrainien d'une manière extraordinairement courageuse, c'est de défendre nos valeurs, en plus que de défendre leur intégrité, leur souveraineté nationale. Donc évidemment, ce pays a vocation, comme la Moldavie. Maintenant, est-ce qu'il faut brûler les étapes? Est-ce qu'il faut prendre des raccourcis? Je crois que ce ne serait ni dans l'intérêt de ces deux pays, ni dans l'intérêt de l'Union européenne. Donc, prenons les choses dans l'ordre, ouvrons les négociations, ça prend du temps, on l'a vu dans d'autres cas dans le passé. Et puis on a déjà un accord d'association avec l'Ukraine, extrêmement ambitieux, qui était négocié dans les années 2012-2013. Appliquons cet accord qui est déjà une grande marche en avant dans l'intégration au marché unique. Il faut que ces adhésions soient acceptées par nos peuples. Le pire, ce serait qu'il y ait un rejet. Si on fait un référendum aujourd'hui dans tel ou tel pays sur l'adhésion de l'Ukraine, je ne suis pas sûr que le résultat soit immédiatement positif. Donc, préparons-nous, ils se préparent, aidons-les à se préparer, et un jour, ils seront dans l'Union. Alors, une vingtaine d'anciens premiers ministres et ministres européens, dont Alain Juppé, Dominique de Villepin, Romano Prodi, Josep Borrell, pressent les dirigeants de l'Union de faire preuve d'un leadership moral et de ne plus fermer les yeux sur les horreurs que le gouvernement israélien inflige aux Palestiniens. Est-ce qu'il est temps pour vous de dénoncer cet accord d'association entre l'Union européenne et Israël? Personnellement, je ne le crois pas, parce que je ne crois pas que ce soit opportun ni juste de sanctionner le peuple israélien qui a beaucoup souffert, et en particulier depuis la tragédie terroriste du 7 octobre. Je ne crois pas que dénoncer un accord d'association qui permet à des entreprises, à des agriculteurs, à des commerçants israéliens de se développer soit une bonne formule. Il ne faut pas sanctionner le peuple israélien. Il faut mettre en garde et demander au gouvernement actuel d'Israël de faire attention. Michel Barnier, parlons de la crise énergétique déclenchée par cette guerre au Moyen-Orient, l'incertitude quant à la durée de la flambée des prix du baril, mais aussi les contraintes d'approvisionnement poussent les Européens à se tourner vers des énergies comme les énergies renouvelables ou le nucléaire. On en a un exemple tout de suite avec ce reportage signé Alix Le Bourdon. Un dispositif tout neuf pour ce transporteur belge. Son camion est rechargé grâce à l'énergie du vent, stockée dans une grosse batterie. Une solution qui permet d'utiliser un maximum d'énergie verte. Elle est développée par ce fournisseur néerlandais, dont le service a déjà séduit une cinquantaine de professionnels en Belgique. Nous essayons d'optimiser la consommation et l'utilisation d'énergie pour nos clients. En fait, l'équilibrage de charge entre ce que vous retirez du réseau et ce que vous produisez vous-même, c'est ce que nous essayons de maximiser. L'essor de son activité, il le doit aussi aux récentes crises énergétiques. Celle de 2022 après l'invasion de l'Ukraine et la situation actuelle au Moyen-Orient. Des tensions géopolitiques qui mettent en lumière la dépendance européenne et plaident en faveur du développement des renouvelables. Avant, les investissements dans les renouvelables, c'était uniquement pour le climat, pour réduire le CO2. Maintenant, c'est pour savoir comment s'affranchir de régions instables dont l'Europe et la Belgique ont toujours dépendu. Ce changement de paradigme, l'économie européenne en a bien besoin. Avec la fermeture du détroit d'Ormuz, la facture énergétique de l'Union a bondi de 27 milliards d'euros. Les perspectives de croissance ont dû être revues à la baisse, autour d'1% pour 2026, alors que l'inflation augmente. On se trouve typiquement dans le scénario que tout le monde veut éviter, c'est le scénario qu'on appelle de stagflation, c'est-à-dire d'une croissance très faible ou négative avec une inflation forte, parce que c'est en fait une situation qui est extrêmement difficile à résoudre. Et c'est typiquement ce qui arrive avec des chocs énergétiques. Pourtant, la situation reste moins grave qu'en 2022, qui était surtout un choc gazier. Malgré tout, Bruxelles surveille de près les réponses budgétaires des États membres. La Commission a assoupli les règles sur les aides d'État pour soutenir l'industrie, mais elle exige que ces aides restent temporaires. Michel Barnier, ancien commissaire au marché intérieur, l'intervention en Iran a révélé les dépendances énergétiques. Est-ce que l'Union européenne a pris du retard sur son indépendance, notamment en matière de renouvelables, enfin d'énergie décarbonée ? Mais c'est moins le récent conflit en Iran, dont j'espère avec l'accord entre l'Iran et les États-Unis, qui a révélé ces dépendances. C'est la guerre en Ukraine depuis 4 ans et demi. C'est cette guerre-là qui a démontré nos dépendances en matière agricole,
céréales, des engrais, en matière de sécurité et en matière d'énergie. Et on a commencé à réduire nos dépendances à l'égard de la Russie sur le gaz et le pétrole. Donc oui, nous avons pris du retard. Oui, cette idée que l'Europe doit être indépendante, c'est le mot juste, est une idée assez récente. Et donc il faut mettre les bouchées doubles. Vous permettrez à propos d'énergie de dire qu'un pays comme le nôtre, qui a fait le choix grâce au général de Gaulle et à tous ceux qui lui ont succédé de l'électronucléaire, de l'électricité nucléaire, ces pays-là sont moins dépendants que d'autres et en même temps créent de l'énergie qui est plus propre que d'autres, moins dangereuse pour le climat. Alors la Commission européenne, on le disait, a donné le 3 juin une nouvelle flexibilité aux 27 membres face aux conséquences de la crise. Ils peuvent utiliser jusqu'à 0,3% de leur PIB par an les 2 prochaines années pour des mesures d'accompagnement, de soutien aux entreprises, aux ménages touchés précisément par cette crise. L'Italie demandait plus de marge de manœuvre dans le pacte. Ça va dans le bon sens. Ça suffit surtout. Il faut que la Commission soit pragmatique et elle l'est par cet assouplissement. Maintenant, comme vous l'avez compris et comme vous l'avez dit, il s'agit de permettre aux États de verser de l'argent ou de diminuer les impôts à condition d'avoir de l'argent, si je puis me permettre. Donc j'ai été Premier ministre, vous l'avez rappelé, il y a à peu près 2 ans, et mon principal enjeu, qui reste d'actualité aujourd'hui, c'était de réduire le déficit d'1%. Or, on a vu depuis qu'il y a un nouveau dérapage et qu'on est maintenant au-delà de 6. Donc, c'est pas possible qu'on continue en France à dépenser de l'argent qu'on n'a pas. Et donc, voilà pourquoi il faut dire la vérité aux gens. Et je préfère être impopulaire qu'irresponsable. Donc, oui, il faut donner des marges. Permettez-moi de vous dire que je pense que les bonnes marges qu'on devrait obtenir de la Commission, à travers une nouvelle politique de la concurrence et une nouvelle politique industrielle, c'est pour recréer une capacité de production industrielle et agricole dans notre continent. Je pense que dans le même marché intérieur, il serait logique que sur les questions des impôts, notamment les impôts qui touchent les sociétés, l'impôt sur les sociétés en est un, mais aussi sur les mesures à prendre en cas de crise, il y ait davantage de coordination. Je pense que ça serait bien. En vue de la présidentielle de 2027, vous vous sentez loyal et libre, Michel Barnier, loyal envers Bruno Retailleau, donc votre famille politique, les Républicains, mais libre aussi de lui dire, par exemple, de ne pas aller trop à droite. C'est ça, vous souhaitez vous rendre utile de quelle façon ? Oui, je suis redevenu député, j'ai retrouvé cette légitimité démocratique grâce aux Parisiens. Je n'ai jamais quitté cette famille politique. Je n'ai pas fait d'aller et de retour. Je suis donc loyal et je le reste notamment à l'égard du candidat que nos militants ont choisi. Il faut respecter les militants. Et donc Bruno Retailleau porte nos couleurs, comme d'ailleurs j'observe que Gabriel Attal pour le parti macroniste ou pour le parti Horizon, Édouard Philippe porte leur drapeau, que ces candidats se respectent, évite de dire les mots les uns contre les autres. Nous verrons bien, à la fin de cette année, quel est le mieux placé. Est-ce que c'est l'un d'entre eux? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? C'est trop tôt pour le dire. En attendant, je viens de publier cette semaine la version numéro 2 d'un projet de programme auquel je travaille avec des députés de tous les partis, ceux qui ont envie qu'on soit ensemble au présidentiel, ceux qui travaillent ensemble dans toutes les communes de France et nous demandent « mettez-vous d'accord là-haut ». Alors Michel Barnier, en attendant, parlons Brexit. Le 23 juin 2026, les Britanniques votaient à 52% pour sortir de l'Union européenne. Aujourd'hui, 56% d'entre eux disent regretter le Brexit. 10 ans plus tard, ça a été un échec pour vous? Je ne dirais pas que tous les problèmes des Britanniques actuellement, les problèmes de croissance, de chômage, d'immigration pas contrôlés, sont provoqués par le Brexit. Non, ça ne serait pas juste de le dire. Mais tous ces problèmes sont plus graves, plus difficiles à régler à cause du Brexit, parce que les Britanniques ont pris cette mesure insensée, dans un vote démocratique sans doute, mais ça reste une mesure incompréhensible de quitter le marché unique. C'est une campagne de mensonges, de démagogie, menée par M. Farage, par M. Johnson, qui ont raconté n'importe quoi, soutenus par des réseaux russes ou des réseaux américains qui cherchaient à faire exploser l'Union européenne de l'intérieur. Nous avons résisté, nous avons défendu nos intérêts, nous avons mené cette négociation que j'ai conduite en tant que négociateur en chef avec du respect, sans agressivité, sans esprit de revanche, mais en défendant les intérêts de l'Union européenne. Vous parlez de mensonges de Nigel Farage. Ses thèmes de campagne, c'était le contrôle de l'immigration, l'investissement à la place de l'Union européenne dans le système de santé, le renforcement de l'identité nationale. Sur tous ces thèmes, vous dites qu'il a échoué. Pourtant, il est relancé au sein de Reform Party sur fond de rejet des élites. Oui, parce qu'il n'a plus ce bouc émissaire qui était Bruxelles, qu'il a utilisé, dont il a abusé vis-à-vis des Britanniques en disant
tous vos problèmes c'est Bruxelles. Ce n'était pas vrai. Une partie des problèmes sont à Bruxelles, mais une grande partie de ces problèmes, ils sont à Londres, ou ils sont dans les régions britanniques, comme chez nous. Le désert médical, c'est pas Bruxelles. Les questions de transport, ce sont les régions, c'est pas Bruxelles. Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut trouver des solutions aux problèmes. Et ce qui se passe au Royaume-Uni, c'est que beaucoup de ces problèmes n'ont pas été réglés depuis qu'ils ont quitté l'Union européenne. Ça prouve bien que c'était pas Bruxelles. Donc, c'est pour ça que M. Farage continue à gagner des voix, parce qu'il continue à utiliser les problèmes des gens, le sentiment populaire, et souvent le rejet des élites. Alors, en attendant, c'est un gouvernement travailliste qui est au pouvoir, Keir Starmer. Plus de 20 ministres ont quitté son gouvernement. Il prônait un vrai rapprochement avec le continent européen et l'Union européenne de son pays. Est-ce que ce mouvement risque de s'arrêter, justement ? Je pense que ce que Keir Starmer veut faire est juste dans l'intérêt des deux parties. Et les Britanniques sont des gens très pragmatiques. En fait, ils l'ont été souvent dans le passé, sauf au moment du Brexit. Dans le monde où nous sommes, on voit bien que si on est seul, on ne compte plus. On est définitivement dominé, sous-traitant, sous influence des Chinois et des Américains, des grandes compagnies numériques, l'intelligence artificielle, Internet, mais aussi des grandes compagnies financières. Ils ne veulent pas être dans le marché unique, les Britanniques. Et ils rejoindront, s'ils le veulent, quand ils le voudront, et nous rediscuterons avec eux. Mais en attendant, il y a des choses à faire en dehors du marché unique. On peut coopérer en matière de politique étrangère, en matière de défense, de soutien à l'Afrique, en matière de lutte contre le terrorisme. Pour terminer, vous parliez des mensonges finalement véhiculés par cette droite très extrême au Royaume-Uni à propos de l'Union européenne. Est-ce que en France, vous envisagez un scénario qui serait le Rassemblement national au pouvoir et quelles conséquences sur l'Europe ? Non, je n'envisage pas ce scénario. Je vais tout faire pour qu'il ne se produise pas. Il n'y a pas de fatalité, sauf si on est fataliste. Madame Le Pen l'a très bien dit le soir même du Brexit, il y a 10 ans. Bravo aux Britanniques, ils se sont libérés de la servitude européenne. Je n'ai jamais entendu ni Madame Le Pen ni M. Bardella reconnaître qu'ils se sont trompés ce jour-là. Les Britanniques considèrent qu'ils se sont trompés progressivement, de plus en plus nombreux. Mais eux n'ont jamais dit le contraire. Donc je pense qu'ils sont toujours dans cette idée qu'il faut faire exploser l'Union européenne. Et moi, je pense que si on se recroqueville, comme le propose Madame Le Pen ou M. Bardella, mais aussi pratiquement mot pour mot, de la même manière M. Mélenchon, ce serait un drame pour la France que d'être toute seule, de se recroqueviller et de ne pas être solidaire des autres pays européens. Merci Michel Barnier d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis sur France 24 et Radio France Internationale. Restez en notre compagnie, l'actualité continue.